Dans ce deuxième épisode, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on prenne le temps de mieux comprendre où on en est aujourd'hui avec cette loi. Un de ceux qui connaît ce dossier sur le bout des doigts est le docteur Pierre Vien. Il a été un précurseur dans la défense de l'aide médicale à mourir et il fait figure de pionnier ici dans Port-Neuf. Il a un regard à la fois historique et philosophique sur cette loi. Il m'a souvent dit qu'il y a une grande confusion au sein de la population. Pour certains, quand vient le temps d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, il reçoit des demandes de gens convaincus qu'ils peuvent s'en prévaloir et qui pourtant ne sont pas admissibles. Maintenant que vous connaissez les principaux membres de l'équipe portneuvoise, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire pour démêler un peu tout ça. L'aide médicale à mourir, c'est un soin qui est arrivé, qu'on a dû apprivoiser parce qu'à quelque part, c'était nouveau. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, ça vient un peu heurter nos valeurs dans le sens que souvent, on travaille avec des usagers dans le but de les maintenir le plus possible en santé, en vie, leur donner des soins et services. Et là, c'est un accompagnement qui est complètement différent. Depuis le mois de décembre 2015, au Québec, toute personne qui correspond à certaines conditions est éligible pour recevoir l'aide à mourir. Ces conditions-là, être atteint d'une maladie grave, incurable, à un état de déclin avancé, causant, ces deux critères-là, causant des souffrances intolérables, constantes et inapaisables, et être pleinement apte à décider de ce geste-là. Un des quatre principes de la bioéthique, c'est l'autonomie décisionnelle. C'est loin d'être éthicien, mais c'est vraiment que le patient ait toutes les cartes dans son jeu afin de pouvoir prendre la meilleure décision pour lui. Puis moi, je fais confiance aux gens sur ce qui est le mieux pour eux autres. Les patients sont experts de leur situation. Nous, on est des théoriciens cliniciens, mais la personne qui vit la difficulté, qui se connaît depuis 50, 60, 70 ans, c'est bien le patient. Donc, plus il a d'informations pour pouvoir prendre une décision, mieux c'est. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Puis c'est ce qui a changé ma pratique, c'est vraiment d'aller. Je dis pas que j'allais pas sur l'autonomie décisionnelle dans le passé, mais il y avait moins de choix. C'était comme, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, c'est ça, il y a différentes options. Plus il y a d'options, mieux je trouve que c'est pour les patients. Au début, il y avait une autre condition qui était d'être en fin de vie. Cette condition-là a été supprimée suite au jugement Gladue-Truchon il y a 2 ans maintenant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'actuellement, la loi, telle qu'elle est formulée, tout ça, on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir, tu sais, mettons, juste au cas où. Là, tu sais, là, je veux l'avoir, peut-être dans 1 an, je vais la demander, là, puis tu sais que je vais en avoir besoin. Là, pour qu'on soit éligible pour l'aide médicale à mourir, il faut avoir des souffrances qu'on juge intolérables puis avoir un déclin avancé de sa maladie. Donc, pour répondre à ces critères-là, il faut que notre problème de santé soit quand même assez grave. On ne peut pas juste... J'ai un diagnostic de cancer, tout va bien, je fais mes choses, j'aime la vie, tout ça, mais peut-être dans 2-3 ans, j'aimerais ça avoir l'aide médicale à mourir. La loi n'est pas faite dans cette optique-là actuellement. Au début, c'était vraiment la préoccupation principale de la loi, c'était la question de maladies graves incurables. Et c'est sûr que comme il fallait aussi être en fin de vie, c'était les cas de cancer généralisés qui formaient, et qui forment encore la majorité des demandes d'aide médicale à mourir. Les gens ont une grande crainte de passer tout droit, en fait. Puis c'est pour ça qu'ils, des fois, ils demandent l'aide médicale à mourir précocement. Actuellement, on est capable de répondre à des demandes assez rapidement. Ce qui est important, c'est de réfléchir au processus d'aide médicale à mourir. Puis c'est pas un au cas où ou quoi que ce soit. Là. Puis je pense que ce qui est important que les gens doivent savoir, c'est qu'on est disponible. Là. Les équipes de soins palliatifs sont présentes. Moi, j'ai fait des cas très, très rapidement, là, dans des délais de 24-48 heures, là, que tout est en place, puis qu'on reçoit les médicaments, puis qu'on peut administrer l'aide médicale à mourir. La loi s'est un peu assouplie depuis, mais c'est surtout la loi fédérale, parce qu'il y a une loi fédérale en parallèle à tout ça.
La loi fédérale, au mois de mars 2021, s'est élargie à ce moment-là pour tenir compte du retrait du critère de fin de vie. Une fois rendus éligibles, ces patients-là devaient être classés, ils doivent être classés en 2 catégories différentes. Est-ce que leur mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non? Actuellement, il n'y a pas de délai entre le moment de la demande puis l'administration pour les patients qui sont, qu'on dit, dans une trajectoire de fin de vie. Les patients qui ne sont pas dans une trajectoire de fin de vie, là, donc qui ont juste une maladie grave, incurable, mais qui ne sont pas en fin de vie, eux, il y a un délai c'est 90 jours, c'est 3 mois, là, entre le moment où ils signent leur demande et le moment où ils peuvent recevoir l'aide médicale à mourir. Puis sinon, la demande, il n'y a pas de date là, de péremption là, où une fois qu'on signe notre demande, puis après ça, elle n'est plus valide. Il y a un droit à l'accès aux soins palliatifs qui a été légalisé dans la loi de décembre 2015 sur l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie, mais on parle juste de l'aide médicale à mourir. Je pense qu'au travers de certaines choses, on va être peut-être capable de faire valoir l'autre aspect de la loi, là. C'est certain que pour une loi qui s'appelle la loi sur les soins de fin de vie, on entend surtout parler de l'aide médicale à mourir. Probablement parce que c'est l'aspect de la loi qui apportait le plus gros changement de cap et qui pouvait brusquer les gens. Bref, c'est sur ça qu'il fallait mettre l'emphase pour que ce soit bien expliqué. Je crois aussi que la société québécoise était rendue là et attendait ce changement en particulier. C'est quoi exactement ces autres choses que contient la loi? Il y a d'abord les directives médicales anticipées. Il s'agit d'un formulaire que vous pouvez remplir. Ça s'adresse aux personnes majeures et aptes à consentir. Ça s'applique en fin de vie ou lors d'une atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, par exemple un coma irréversible ou la démence. On doit ensuite déterminer parmi une liste de soins ceux qu'on souhaite recevoir ou pas, par exemple une réanimation cardio-respiratoire. Et dans la loi, il y a aussi une grande section sur les droits d'accès aux soins de fin de vie. Et un de ceux-ci, la sédation palliative continue, est connu du public, mais peut-être mal comprise. De mettre les gens dans un coma artificiel jusqu'à leur décès. Ça, il y a des études là-dessus. Le coma peut durer des minutes, comme peut durer des jours, mais c'est habituellement entre 3 à 5 jours en moyenne. Puis ça ne provoque pas le décès. Ça fait juste de dissocier le corps de l'esprit puis rendre les gens confortables là, durant leur dernier moment. Puis il faut pas, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas absolument que les gens signent, là. C'est que s'ils veulent, puis qu'on pense que la personne est dans ses dernières semaines de vie, habituellement on parle de 2 semaines de vie, ils sont admissibles. Certains intervenants attendent avec impatience la mise en application de la nouvelle loi qui a été votée cette année, et ce, pour différentes raisons. C'est évident qu'un patient en stade avancé d'Alzheimer ne peut pas être éligible à l'aide à mourir parce qu'il n'aura jamais plus le 4e critère, qui est celui d'être apte à décider. Mais en début de maladie, l'Alzheimer est une maladie physique grave, incurable. Deuxièmement, elle conduit progressivement à un état de déclin et les phases du déclin sont bien connues en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer elle-même. Donc, le malade qui vient de se faire annoncer qu'il est porteur d'Alzheimer sait parfaitement à quoi s'attendre dans les années à venir. Troisièmement, il faut que ce patient, à qui donc on a annoncé récemment qu'il était porteur d'Alzheimer, puisse justifier à ce moment-là des souffrances psychiques intolérables, constantes et inapaisables. Si oui, si tout ça est retenu, et comme il est apte, oui, un patient Alzheimer peut recevoir actuellement l'aide médicale à mourir à la condition qu'il soit encore apte à décider, c'est-à-dire à un stade pas trop avancé de sa maladie. Depuis le mois de mars 2021, sur 200 cas d'aide à mourir, j'ai pu donner ainsi l'aide à mourir à 5 personnes qui étaient conformes à ces critères-là.
Le problème qui reste maintenant, c'est, dans l'état actuel des choses, il faut que le patient soit prêt à recevoir l'aide à mourir alors qu'il est encore apte. Donc, ça veut dire se priver encore d'un certain nombre de mois ou d'années même de qualité de vie raisonnablement acceptable, puis d'accepter de sacrifier ça, parce que sinon, s'il attend d'être rendu complètement inapte à décider, ben là, lui et son entourage et les personnes autour de lui, sa famille, sont condamnés vraiment presque jusqu'à la fin de l'évolution naturelle de la maladie. En ce moment, le plus gros problème, c'est que la loi canadienne puis la loi québécoise, il y a des différences entre les deux. Le collège nous permet d'appliquer la loi canadienne, mais ça met vraiment les médecins dans une situation, une espèce de zone grise. Là, par exemple, quand les patients ne sont pas atteints d'une maladie grave et incurable, mais plutôt d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, selon la loi canadienne, on peut administrer l'aide médicale à mourir dans ces contextes-là. Mais la loi québécoise ne nous le permet pas, donc ça met les médecins dans des situations un peu délicates. Donc ça, je pense que tous les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir, on a très hâte qu'ils harmonisent les deux lois puis que ça soit uniforme. Le CIUS, la capitale nationale, naturellement, a mis en place des protocoles, des procédures pour bien baliser aussi l'application de l'aide médicale à mourir, mais quand même, c'est toute une adaptation que moi aussi, comme gestionnaire, que j'ai dû supporter de façon quotidienne dans les débuts. C'est sûr que les premières aides médicales à mourir ont été plus difficiles. Pas plus difficiles dans le sens que c'est un soin difficile, mais personnellement, c'est quand même quelque chose là, à s'adapter, à prendre de l'expérience. Et au fil du temps, c'est sûr que tous les intervenants, je leur lève mon chapeau. Parce qu'au fil du temps, ils se sont adaptés, ils donnent des soins de qualité, ils accompagnent l'usager selon leur volonté. Et c'est ça qui fait, malgré tout, la beauté des soins palliatifs ou la beauté des soins de l'aide médicale à mourir, parce que c'est donné selon la volonté des usagers. Je pense que tout cela nous permet de mieux comprendre où on en est exactement en ce moment. Bien sûr, la nouvelle loi va changer des choses, mais il y a des échéanciers de mise en œuvre des différentes modifications qui ont été adoptées. Je vais vous en reparler plus tard. C'est important pour moi de partager toutes ces informations qu'on entend peu souvent avant d'aller plus loin dans les témoignages que j'ai récoltés. On va donc pouvoir, dans les prochains épisodes, aller dans le vif du sujet à travers l'histoire de mes parents et de gens qui ont accompagné quelqu'un dans ce choix de parcours de fin de vie qu'est l'aide médicale à mourir.